Bon, on va faire un tour là-haut? Ok, on y va. Pour Gilles et sa petite famille, c'est le meilleur moment de la semaine. Une balade dans Jaffa, le plus vieux port du monde. Construit il y a 3500 ans, à la même époque que les pyramides égyptiennes. Et là, on tourne à droite, c'est ça? Un labyrinthe d'escaliers et de ruelles qui mène parfois à quelques surprises, comme cet oranger suspendu. Il a été arrosé, là, parce qu'on voit de l'eau. Gilles ne se lasse pas de jouer les vacanciers. Et là, il y a un ange. Les enfants jouent à l'ange ici. Et Gabriel, il adore faire l'ange. Vous êtes encore un peu touriste? Ah ouais. Je crois que tout le monde se sent un petit peu touriste ici, parce que c'est une vieille ville qui est un petit peu à l'écart de la Tel Aviv moderne. Et je sais pas, il y a un air, effectivement, il y a un air de vacances. Il y a 9 mois, Gilles a quitté Paris avec sa femme Abigaël et leur fils Gabriel. Ils ont décidé de venir s'installer à Tel Aviv. C'est génial, il n'y a même pas trop de monde. Moi, je prends comme top calamari, Calamar? calamar, crevettes et une barquette de frites. Béra. Pour le moment, Gilles ne parle pas un mot d'hébreu. C'est Abigaël, israélienne, qui prend les commandes. Ça va venir un jour, il va parler hébreu couramment, d'un jour à l'autre. Un miracle va arriver. Dieu va me frapper de son... En venant s'installer ici, il a pris une décision difficile. S'intégrer dans le pays de sa femme, en Israël, une zone sensible. Nous, on est arrivés, c'était encore la guerre au mois d'août et c'était un peu surréaliste. Il fallait, si on n'avait pas su, si je n'avais pas été au courant des informations et que j'étais arrivé sans savoir ce qui se passe, j'aurais même pas su vraiment qu'il y avait la guerre ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'on appelle toujours Tel Aviv la bulle, c'est que dans beaucoup de facteurs, c'est quelque chose qui est un petit peu préservé du reste du pays. La bulle, un surnom bien à propos pour décrire cette ville hors du commun. Beaucoup de Français l'ont d'ailleurs bien compris. Ils sont de plus en plus nombreux à venir s'installer ici. Tel Aviv. Une ville longée par 14 km de sable et de palmiers. Une eau à 22 degrés en moyenne. Ici, on vit à la plage plus de 9 mois de l'année. C'est un petit bout de Californie en plein cœur du Moyen-Orient. Et pourtant, Israël n'est qu'à 4 heures d'avion de Paris. Une architecture tout en contraste, entre ses tours modernes et ses petites maisons. On la surnomme la ville blanche. Avec un dynamisme économique incroyable, la ville a réussi à devenir la deuxième place forte des nouvelles technologies, juste derrière la Silicon Valley. De quoi attirer des petits génies du web comme Ilan. À 40 ans, cet entrepreneur a réussi à se faire une place dans le monde des startups. J'ai fait ma propre vie, j'ai montré que tu peux faire ça. Si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Mais Tel Aviv est aussi connu dans le monde entier pour ses fêtes et ses nuits qui ne s'arrêtent jamais. Je ne dors plus. Je ne dors plus, ça fait à peu près 20 ans. Les gens ne dorment pas. Ils ont peur de rater quelque chose. Jack Tropé, à la tête de plusieurs boîtes de nuit, s'est très bien adapté au rythme local. Mais sous ces airs de paradis, Tel Aviv est une ville qui se mérite. La vie est chère et comme Elsa, il faut travailler dur pour s'en sortir. Ici, tout le monde a 2 ou 3 travails. Je veux dire, tous les Français qui viennent et qui ont vraiment envie de réussir, j'en connais pas beaucoup qui se lèvent le matin à 8 h et qui finissent leur journée à 4 h. Comme elle, cette année, près de 10 000 Français pourraient poser leurs valises à Tel Aviv, la ville la plus en vogue du Moyen-Orient. Pour Gilles et Abigaël, l'après-midi commence tous les jours par quelques coups de pédale. Il n'est que 14 h 30 et pourtant ils doivent déjà aller à l'école chercher leur fils de 10 ans, Gabriel. Les écoles israéliennes, en général, c'est vers 1 h, 1 h 30 la fin, mais ici, c'est 2 h 30. Du lundi au jeudi, 2 h 30 et le vendredi, midi. Et alors l'après-midi, il se passe quoi? Il se passe que les enfants peuvent rester à l'étude s'ils veulent faire des activités, mais nous, le nôtre, il sort directement. Là, le voilà, il est là-bas. Depuis l'arrivée de la petite famille en août dernier, Gabriel est inscrit en classe de CM1 au Collège français de Tel Aviv. Qu'est-ce que ça fait?
Alors on a fait le passé simple. Le passé simple? Ouais. Oh là là, quelle horreur. C'est dur ça, non? Pourquoi c'est chouette de mettre dans une école française? D'une part parce qu'il parle, quand on est arrivé, il n'écrivait pas bien l'hébreu. Et puis c'est bien, moi je pense que le programme français c'est un petit peu plus exigeant que l'éducation. Le système d'éducation israélienne est un peu moins exigeant. Aller à l'école française en Israël, Gabriel lui aussi n'y voit que des avantages. Il a le double de vacances. On a aussi des vacances israéliennes. Donc je gagne beaucoup par rapport aux écoles françaises en France. T'as attaché ton casque? Ouais. Ok. À 10 minutes de l'école, au sud de la ville, dans un quartier populaire, Ouf. Gilles, Abigail et leur fils se sont installés il y a seulement quelques jours dans un appartement typique des années 40. Voilà. Un 120 mètres carrés qui leur coûte 2 200 € par mois. Ça c'est un immense salon, c'est un grand salon qu'on a là, qui donne sur l'ouest. Spacieux certes, mais un peu vétuste. Et bon, c'est pas en très bon état, il y a beaucoup de choses à retaper. Il y a des fils un petit peu partout, c'est pas aux normes françaises là, c'est clair. Qu'importe, Gilles, écrivain, et sa femme photographe ne peuvent pas se permettre plus. Surtout que les premiers mois, seule Abigail était habilitée à travailler ici. Sur le machin là. Quand on est étranger et non juif, c'est un peu plus compliqué. C'est le passeport. Hop. Gilles a dû attendre 5 mois pour obtenir un visa de travail. Donc ça vous permet de travailler? Oui, j'ai eu un permis de travail en janvier. Ça n'a pas pris trop de temps finalement, parce que je suis marié à une Israélienne. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de connexion, enfin qui n'est pas marié ou qui n'a pas de visa de travail qui n'est pas employé par une société française, par exemple à Tel Aviv ou quelque chose comme ça, c'est très difficile de trouver du travail, d'être autorisé à travailler. Une fois le précieux sésame en poche, reste le plus dur. Travailler en Israël nécessite de savoir parler hébreu, et pour Gilles, ce n'est pas encore gagné. Alors avant, je mettais des petites étiquettes sur les choses en français, enfin en hébreu, pour apprendre les mots. Mais comme on a déménagé, tout est parti. C'est dommage. Et alors par exemple sur la brique là, vous pouvez me lire c'est... La brique? Quelle brique? Oula, ah ça, bah si, ça je peux lire parce que c'est chalav, ça veut dire le lait. Je peux lire les mots basiques. Je peux lire les mots basiques. Au cheveu. La difficulté de l'hébreu, c'est surtout qu'il n'y a aucune voyelle. Seule solution, connaître par cœur tous les mots. Nun, c'est machata, maseta, voilà, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de voyelles. Il faut que je devine les voyelles. Il faut que je me souvienne si c'est A, E, I, O, U. Et c'est comme si en français on avait des mots, et puis c'est marqué, au lieu de dire sucre, on avait S, C, R. Voilà. Et débrouille-toi avec ça. Très frustrant. Très très frustrant. Pour réussir à parler comme un vrai Israélien, à 54 ans, il va devoir retourner sur les bancs de l'école. Tel Aviv, c'est un peu l'équivalent d'une ville comme Lyon. Avec plus de 400 000 habitants, c'est la deuxième ville la plus importante du pays après Jérusalem. De ses bars animés du centre, au souk, le marché incontournable, Tel Aviv bouillonne dans une constante activité. Bon appétit. Un rythme de vie qui convient parfaitement à Elsa, 23 ans. Cela fait 5 ans qu'elle habite à Tel Aviv. Salut! Ça va? Et elle a déjà ses petites habitudes. Elle commence de bon matin chez son coiffeur, mais pas question pour elle de se relaxer. Elle est agent immobilier et toute la journée, ça va être la course. Ok, d'accord. Et vous avez besoin avec une terrasse ou pas du tout? Immeuble propre. Au téléphone, une dame l'appelle de Paris pour qu'elle lui trouve un appartement en ville. Ok, d'accord. Bon, j'ai votre numéro. Dès que je rentre quelque chose comme ça, je vous appelle. Marseillaise d'origine, Elsa a quitté ses parents à 18 ans pour démarrer une nouvelle vie. Elle a fait 3 ans d'armée en Israël et a obtenu la double nationalité. Puis elle s'est installée à Tel Aviv, au sein de la communauté française. C'est vrai que quand on est jeune et sans ses parents et sans sa famille, c'est plus pratique pour nous d'avoir des amis ici à côté, de s'intégrer plus facilement, de trouver du travail plus facilement. Donc je ne pouvais pas aussi aller habiter dans une ville qui n'avait pas la mer à côté. Parce que je viens de Marseille et que c'est une base chez nous, quoi. Je veux dire, il faut qu'on ait la plage à côté, sinon on se sent pas bien. Parfait. Top. On peut commencer la journée. John, son coiffeur, est lui aussi marseillais d'origine. Il a monté ce salon avec son frère il y a 1 an.
Si Elsa vient ici, c'est pour retrouver un peu de ses racines françaises, mais aussi pour faire un peu de business. Donc en fait, là, on va montrer un appartement à John. Il s'installe avec son grand frère. Donc du coup, il cherche à déménager. Donc vous allez vous faire coiffer et vous repartez avec un client. C'est ça, exactement. C'est très beau film. La magie de Tel Aviv, exactement. Son premier client de la journée, c'est donc son coiffeur. Il souhaite trouver un appartement plus grand pour lui et son frère. Shalom, Manishma, Beseder. Elsa l'accompagne dans un immeuble de standing à une rue du bord de mer, prisé par quelques célébrités. C'est l'immeuble où les sœurs Kardashian ont acheté. Donc du coup, il aura de belles voisines, s'il aime bien. Dans l'immeuble des sœurs Kardashian, il y a un luxueux 80 mètres carrés entièrement meublé. Ok, donc comme tu vois, là, tu as un petit salon très sympathique. Il est très bien meublé, tout ce qui est là reste. Salon, grande cuisine, 2 chambres, 2 salles de bain. Charges comprises, il faut débourser 2 500 € par mois. Ce sont les mêmes loyers qu'à Paris. Mais le plus ici, c'est qu'il y a un parking privé. Le moins, c'est cette vue. Bon, la vue, elle est pas top, John, mais c'est très ensoleillé la journée. Après, c'est Tel Aviv, quoi. Genre, c'est l'inconvénient qu'on a à Tel Aviv, c'est qu'on peut payer vraiment des loyers de 2000, 2500 € et avoir une vue sur les poubelles en bas. Très sympa, vraiment c'est très sympa. Vous attendiez à ces prix-là ou pas? En arrivant, oui, un peu quand même, parce qu'on voit que l'immobilier n'arrête pas de monter ici, donc pour avoir quelque chose d'assez convenable et assez cosy ici, je pense qu'il faut mettre le prix. Une cuisine qui est toute équipée. Et si John prend l'appartement, il devra avoir un garant et faire 12 chèques d'avance, antidatés, pour payer la première année de loyer. Une pratique très courante ici que rechignent à adopter la plupart des Français, plutôt très exigeants. Le problème des Français qui viennent en Israël aussi, c'est qu'ils ne veulent pas vraiment faire de concessions. Ça veut dire on a des gens qui viennent et qui me demandent un parking, une terrasse, un appartement beau et meublé dans un bel immeuble. Ça n'existe pas à Tel Aviv. On vient en Israël pour la qualité de vie, mais on ne vient pas pour le confort de vie. Ça veut dire qu'on va gagner moins d'argent, on va vivre dans un appartement un peu moins luxueux qu'à Paris ou n'importe où en France, mais on va vivre dans un pays qu'on a choisi. Donc il y a des avantages et des inconvénients. On y va? Okay. Je parle avec Philippe et de toute façon je te tiens au courant. Top. Ok, merci Bisous. beaucoup. Bisous. Merci à toi, ami. Ciao. À ce soir. Et entre nous, il va le prendre l'appartement. Vous êtes sûr? Ouais. Ouais. Parce que je lui montre des produits, ça fait à peu près 1 mois. Je commence à comprendre ce qu'il recherche. Et ce qu'il recherche, ça n'existe pas. Donc du coup, je sais qu'ils aiment un petit peu les choses un petit peu luxueuses. Son frère vient de Los Angeles. Il aime bien les immeubles un peu comme ça, stylés, les immeubles qui sont beaux, etc. Ça va le faire, je suis sûre. Elsa n'a pas de salaire fixe. Elle touche une commission sur chaque location, environ 50% d'un mois de loyer. Elle enchaîne ainsi une dizaine de visites par jour. Alors, c'est quoi le problème? Pinsker 69, j'arrive tout de suite. 3 millions 3, on peut commencer. Voilà, on peut commencer les visites quand on veut la semaine prochaine. Elle n'a pas fait d'études, elle a juste passé en quelques semaines un diplôme qui lui permet d'exercer. Agent immobilier, c'est le job le plus accessible pour tous les Français qui s'installent ici. Malgré ses allures de station balnéaire où il fait bon vivre, Tel Aviv se tient toujours sur ses gardes. En témoignent les hélicoptères qui sillonnent la côte et les haut-parleurs pour avertir les plagistes en cas d'attaque. Les dernières roquettes ont été tirées depuis Gaza, à 70 km de là, en août dernier. Alors, tous les immeubles du pays sont adaptés, comme celui d'Ilan, un chef d'entreprise de 40 ans. Je suis désolé pour l'entrée. Si une sirène retentit, tous les habitants de l'immeuble doivent descendre à la cave. Donc ça, c'est un abri. Il est entièrement briqué et doublé avec... Tu vois, tu peux voir une partie qui est métallique. Si l'immeuble s'effondre, donc ça reste solide pour que tu puisses garder ton calme et être vivant, quoi, sortir de ça vivant. Une déco spartiate, mais il y a de quoi s'occuper. Tu vois, en fonction de la poussière, que ça fait depuis longtemps qu'ils n'ont pas joué, les gens. Le but, c'est pas de dormir dans l'abri, hein, c'est d'être ici 2, 3, 5 minutes. Parce que sinon, moi, je deviendrais fou. Hein. C'est fou parce que ça vous fait rire, en fait. Bah, on vit avec ça, comme je te disais.
Et quand tu vis avec ça, tu profites du moment. Donc je préfère rire que pleurer. Tout bête. Si le pays est connu pour son climat de guerre, il l'est nettement moins pour sa place prépondérante dans le high-tech. Et c'est justement ce que Ilan est venu chercher en venant s'installer ici, il y a 15 ans. Tel Aviv a la deuxième plus grande concentration au monde de start-up, juste derrière la Silicon Valley aux États-Unis. Il s'en crée une tous les jours. Ilan a aujourd'hui 20 salariés, mais il est le seul Français. Ils sont encore peu représentés dans l'univers du web. Il a ouvert sa boîte il y a 10 ans, avec 2000 € en poche, et la certitude que c'est là qu'il fallait être. Les gens sont beaucoup plus branchés au niveau du monde digital. On n'a pas de pétrole, donc on a des gens qui sont intelligents, qui essaient de développer des solutions pour le cancer, pour le domaine du médical. Et j'étais enthousiasmé que je peux être une partie de cette révolution. Aujourd'hui, il est spécialisé dans le design de sites internet. Il en a déjà des centaines à son actif. En moyenne, les salariés restent à peine 2 ans, car ils partent quasiment tous monter leur propre start-up. Ici, tout est fait pour aider ces petits génies de l'informatique à développer leurs idées. C'est à Tel Aviv que la célèbre application de navigation Waze a été créée. Elle a été revendue plus de 1 milliard € à Google. Avishai et Yaniv, des copains d'Ilan, bière à la main, n'en ont pas l'air, mais eux aussi ont fait fortune en revendant leur start-up. Je me souviens quand on a commencé à travailler ensemble, il était dans son garage, dans sa cave. Et maintenant, il a un empire. On a vendu Yeda à AOL et Smarteam à Dassault Systèmes. Yaniv et moi, on travaille ensemble depuis 15 ans maintenant. Vous êtes millionnaire alors? On peut dire qu'on a eu de la chance. Mais surtout, on a très envie d'aider les nouveaux leaders de demain. Avec les 45 millions que leur ont rapporté ces ventes, les deux hommes ont monté une structure très en vogue à Tel Aviv, un incubateur de start-up. Non seulement ils financent ces jeunes geeks à coups de millions, mais en plus ils leur louent un bureau ou même une simple table pour démarrer leur boîte à moindre frais. Hey Oren, quoi de neuf? Je vous présente Oren. À 30 ans à peine, Oren a déjà vendu sa première start-up. C'était une boîte dans le domaine des plats à emporter. C'est devenu la plus grosse appli au monde pour se faire livrer à domicile. Il en monte une seconde aujourd'hui et tente de réitérer l'exploit. Merci Avishai. Merci beaucoup. Des structures pour aider les start-up, il y en a plus de 75 en ville. Tel Aviv, c'est un peu un grand village où tout le monde se connaît. Elsa ne déroge pas à la règle et même plus, elle est devenue une petite star locale. Alors je vous donne mon numéro au cas où si vous avez besoin. Passez quand vous voulez. À bientôt. Elle ne peut pas faire un pas sans qu'on la reconnaisse. Ça va? Et toi? Et toi, La coqueluche de Tel Aviv. Ouais. Ah oui. Vous avez besoin de quoi que ce soit, vous demandez Elsa. Tout. Un médecin, un appartement, c'est une fille comme ça. Le mec qui va tomber dessus, attention. Elsa est consciente de sa popularité et elle sait très bien comment l'exploiter. En chemin, elle retrouve une cliente d'un autre genre. Ça va? Et toi? Yentel, accompagnée de sa meilleure amie. Donc c'est la mariée, de qui je m'occupe la semaine prochaine. Allez, viens, on y va. C'est son deuxième boulot, organisatrice de mariage. Pour la cérémonie de Yentel, Elsa s'est occupée de tout. Je suis allée avec elle acheter tous les tissus pour les corbeilles. Je vais lui gérer la cérémonie religieuse. On a fait quoi encore? Les appartements pour les invités. Ouais, les appartements pour les invités. Bon, un petit peu tout ce qu'elle avait besoin. Voilà, je l'ai aidé à faire un petit peu tout l'arrière-plan du mariage, quoi. Tout le gros bien embêtant. Et aujourd'hui, Yentel a besoin d'elle pour transporter ses corbeilles remplies de cadeaux dans un autre appartement. La future mariée habite à Tel Aviv depuis 5 mois et elle aussi est venue essentiellement pour la qualité de vie. Par exemple, à Paris, elle travaillait, elle était, comment on dit, prothésiste ongulaire. Et là, elle le fait ici et elle gagne... La moitié de mon salaire de France.
Elle est payée 4,50 € de l'heure. Pour le même travail, ouais. C'est la moitié. Et elle travaille de 9 h du matin à 10 h du soir. La vie est chère, les loyers sont chers, mais les salaires n'augmentent pas. C'est dur. Ouais, mais bon, la vie, elle est bien. T'arrives ? Cela fait 4 mois qu'Elsa organise les mariages de Français en Israël. Au départ, elle devait juste s'occuper de la promotion d'une salle de mariage. Mais elle s'est servie de son carnet d'adresses et a senti une opportunité pour arrondir ses fins de mois. J'ai vu que ça a marché pour le premier 1 mariage, 2 mariages, 3 mariages. Et de fil en aiguille, en fait. J'ai connu un DJ, puis j'ai connu des photographes, puis j'ai connu des hôtels. Donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est de l'argent facile, c'est de l'argent sympa. Et j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas le prendre comme un travail. Ça, c'est le 3 pièces. Si Elsa se démène autant, c'est bon, tout vous plaît? C'est parce que la vie n'est pas facile pour les jeunes Français à Tel Aviv. Non, il arrive. Pour s'en sortir, la jeune fille travaille jusqu'à 65 heures par semaine. Mais je crois que les jeunes de notre âge, tout le monde travaille beaucoup d'heures. Enfin, ça me paraît pas... C'est pas beaucoup en réalité. Quand t'es jeune, quand t'as pas de famille, t'as pas d'enfants... C'est ça, quand on n'a pas de famille, pas d'enfants, c'est pas énorme d'avoir 2 boulots. Enfin, ou 4. Bon, top, à tout à l'heure. Agent immobilier. T'as bien les codes des portes? Organisatrice de mariage. Ouais, au pire des cas, tu m'appelles, t'as mon numéro. La journée d'Elsa est loin d'être finie. Elle va bientôt entamer son 3e job. Si la vie économique est trépidante, elle connaît une seule trêve, le Shabbat. Une fête religieuse qui rythme la vie de tous les habitants. Le vendredi à 15 h, les magasins tirent leurs rideaux et la ville se met au ralenti. C'est enfin le week-end pour Ilan. Et il a un rendez-vous qu'il ne manquerait pour rien au monde. À 1 heure de route au nord de Tel Aviv, Haïfa. C'est ici qu'habite sa maman. Hi. Enfin. Ça va? Shabbat shalom. T'es contente? Ah ben oui, je suis contente. Sylviane a quitté Paris il y a 18 mois pour s'installer en Israël. Elle avait très envie de se rapprocher de son fiston. Donc ça me fait plaisir bien sûr de voir Ilan, bien que il vient souvent le Shabbat, mais pas assez souvent à mon gré. Et voilà. Et alors vous, Ilan, vous êtes content d'avoir votre maman qui est proche de vous à nouveau? Bah oui, je suis content, bien sûr, je l'adore. Je l'adore, ma maman. Non, je suis content, j'avais pas de famille pendant à peu près 14 ans ici, j'étais tout seul. La tradition veut que l'on invite la famille et les amis pour ce dîner du vendredi soir. Qui a tapé à la porte, j'ai l'impression. Et justement, les voisins sont les meilleurs amis de Sylviane. Voilà, Shabbat Shalom. Daniel et Mireille n'arrivent jamais les mains vides. Comment va Ilan? Car à Shabbat, il faut que la table soit bien garnie. Shabbat shalom. Et là, tu comprends? Bah, et Ilan aussi. Teach et yadecha u'masbiya lechol haratzon po. Au menu, salade de poivrons, de betteraves, caviar d'aubergine et le fameux couscous boulette. Super bouffe de maman. Son péché mignon. Si pour les juifs pratiquants, le Shabbat implique de ne pas utiliser l'électricité ou encore de prier, Ilan le pratique à sa manière. J'en prends un. Non, moi, tu peux prendre la ma part parce que je mange pas le poisson. Moi, je suis allergique au poisson. Pour lui, ce dîner est surtout l'occasion de s'extraire de la frénésie de Tel Aviv. Tu sais, à Tel Aviv, c'est tout le temps... je cours, je suis tout le temps dans les rendez-vous d'affaires. On va donner 100% à mon équipe, à mes clients, à mon business. Décompte, c'est le mot, décompter. Une soirée au calme et en famille pour Ilan. À Tel Aviv, par contre, l'ambiance est radicalement différente. À la tombée de la nuit, les rues et les terrasses se remplissent. La ville ne dort jamais. Dans cet immeuble un peu impersonnel, au 5e étage, se cache l'un des clubs les plus courus de la ville. Les jeunes. Le Valium. À sa tête, Jack, que tout le monde appelle Jack Tropé, un Français de 44 ans. Là, on est au Valium, ça n'a pas encore ouvert.
L'équipe elle est en train de se mettre en place. Comme tous les soirs vers 10h30, on fait genre un petit briefing. Ah, je vous présenter mon associé. Mon associé Omer. Jacques est à Tel Aviv depuis 20 ans. C'est le roi de la nuit ici. Vous dites Jacques Tropez, tout le monde le connaît. Et pour cause, c'est l'un des seuls Français à s'être imposé dans le monde de la nuit à Tel Aviv. Une ville qui compte pas moins de 60 boîtes de nuit. Alors pour faire la différence, Jack s'est offert ce soir-là les services d'un DJ français venu spécialement de Paris et payé 1 000 € l'heure. Ça c'est René Silvera, DJ de Paris. Chaque année je voyage ici pour venir à Tel Aviv. On va dire qu'on appelle ça le mini Ibiza, puisqu'en fait tout le monde vient ici maintenant pour faire la fête. C'est vraiment la capitale du clubbing. Donc voilà. Mais dans la capitale du clubbing, un DJ parisien ne suffit pas. Jack doit s'entourer d'une armée de petites mains, appelées les RP, pour relations publiques. Hey Jack, là j'ai une table. Tu les attends dehors et moi je prépare le champagne. Des jeunes, au carnet d'adresses bien rempli, chargés de ramener une clientèle huppée venue du monde entier. Hadar, c'est les Américains. Isaac nous ramène tous les Français. On a un Italien. On a même un Mexicain au mois d'août, on a beaucoup de Mexicains. Alors nous avons une critère de sélection. Ce soir, toutes les très belles filles rentrent gratuit. Alors, tu vas rentrer gratuit. Pour les garçons, en revanche, ce sera 20 € par tête. S'il vous plaît. Payant pour les garçons, gratuit pour les filles, c'est assez banal. On se croirait presque dans n'importe quelle boîte de nuit. Sauf qu'ici, la fouille au corps est obligatoire. Dans ce pays en guerre, on n'est jamais assez prudent. Le risque d'attentat est partout et tout le temps. Quant aux attaques aériennes, il faut se tenir prêt. Chaque personne qui habite à Tel Aviv a cette application, ça s'appelle Red Alert. Dès qu'on est attaqué par l'étranger, ça se met à sonner. Et il y a marqué Tel Aviv, attention, machin, vous avez 1 minute pour vous planquer dans un abri. C'est aussi pour ça qu'on fait la fête différemment ici? C'est peut-être pour ça que chaque personne, chaque Israélien, à mon avis, ils vivent au jour le jour. Une vie au jour le jour, ces Israéliens veulent profiter, s'amuser comme n'importe quel jeune de leur âge. Une aubaine pour Jack Tropez, qui en 20 ans s'est créé un petit empire. Avec ses associés, il a ouvert 3 discothèques. À chaque fois, il s'est inspiré de son expérience passée dans les soirées enflammées de Saint-Tropez. Avant, en boîte de nuit, les Israéliens ne consommaient que des verres d'alcool. Aujourd'hui, grâce à Jack et à son concept, ses clients commandent de plus en plus de bouteilles, les plus extravagantes. 3 litres, millésimés. Ça coûte en euros à peu près 1 200 €. Ça se vend beaucoup? Oui. Et pour ceux qui auraient très soif, vraiment très soif... Ça c'est très courant, hein. Ça, on la vend très souvent. Et ça coûte à peu près dans les 2 000 €. J'ai eu déjà des clients, déjà 3-4 clients qui veulent mettre ça juste pour le prestige. C'est pas pour le boire, pas automatiquement. Ils vont boire 2-3 verres et puis c'est terminé. Des bouteilles pour la frime qui rapportent gros, plusieurs milliers d'euros par soir. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Après le monde de la nuit, le businessman français veut conquérir un autre marché encore plus ambitieux. Ce serait même du jamais vu à Tel Aviv. Le lendemain, si certains dansent sur le bord de mer, Gilles, lui, est d'humeur studieuse. Salut Laura. Ça va? Ouais, toi? T'as fait tes devoirs? Ouais, j'ai fait. Ok, cool. C'est ma camarade de classe, je copie sur elle tout le temps. Pour mieux s'intégrer à la société israélienne, Gilles prend des cours d'hébreu. Depuis 3 mois, 2 fois par semaine, il vient dans cette école du nord de la ville. Shalom. Dans sa classe, on attend une douzaine d'élèves dont la moitié est française.
Les autres viennent des États-Unis ou de Russie. Première leçon, décrire ce qu'ils voient sur cette photo. Ken. ספרייה. יש ספרייה קטנה, ספרים ישנים. ספרים ישנים. וספרים חדשים. ספרים חדשים. יופי. Gilles s'en sort bien, mais à 54 ans, pas évident de revenir sur les bancs de l'école. Surtout qu'à cet âge, on est beaucoup plus critique sur la qualité des cours. Et ce que je trouve, c'est qu'ici, on fait trop de choses un petit peu académiques, des choses qu'on ne peut pas vraiment utiliser dans la vie pratique. C'est vrai, ça fait 3 mois qu'on fait cours, hein, et on ne sait toujours pas comment échanger au supermarché. Non, c'est vrai. Hein. Mais il faut commencer par la base, ouais. Déjà. Et le problème, c'est qu'on passe énormément de temps à lire et écrire. Bon, j'ai pas fait, du coup, je l'ai fait. Gilles est un élève assidu qui participe beaucoup pendant les cours. C'est quoi ces modernotes? Isha Yafa, Nashim Yafot. Apprendre l'hébreu, c'est loin d'être évident. Mais pour les Français qui s'installent ici, c'est un passage obligé. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à s'y mettre. Ces 2 dernières années, j'ai trouvé qu'il y avait un nombre croissant d'étudiants français qui arrivent en Israël. Vous l'avez remarqué, dans cette classe, il y en a beaucoup. Ce sont de bons élèves? Gilles est un bon élève. Aujourd'hui, il n'a pas fait une seule erreur. Il a répondu correctement à toutes les questions. Alors il progresse. Je crois qu'il a un bon professeur. Vous avez l'air de bien vous débrouiller quand même. Oui, en classe, ça va, parce que j'ai préparé mes devoirs, j'ai tout fait, j'ai fait... Le problème, c'est que quand on sort dans la rue, tout de suite, ça devient plus difficile. D'autant plus compliqué qu'à la maison, il ne parle pas hébreu, voilà. Même avec sa femme israélienne. Ah ouais, bonne idée pizza. Très bien. Mais vous en occupez, hein. Moi je suis trop fatigué là. Je serais trop fatigué après 2h30 d'hébreu pour aller chercher la pizza. Ok, bon bah tout à l'heure, vers 9h moins le quart, 9h moins 10. Ok. Ciao, ciao. Bisous, ciao. On pense que c'est facile puisque mon fils parle hébreu, ma femme parle hébreu, mais on parle français en général. Parce que c'est trop long, je suis trop débutant pour tenir une conversation. Quand on est le soir, on a autre chose à faire. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Mais je perds pas espoir. Je vais y arriver. Après avoir passé la nuit à travailler dans ces discothèques, c'est l'heure de la détente pour Jack Tropez. En fin de matinée, il vient fouler le sable déjà bien chaud des plages de Tel Aviv. Ça, c'est la vie de jour, alors à Tel Aviv, c'est ça? Bah là, c'est le matin, ouais. Voilà, c'est le matin, il fait déjà 35 degrés. C'est en 1994, lorsqu'il passe ses premières vacances en Israël, qu'il tombe immédiatement amoureux de cette ville où il fait bon vivre. À l'époque, il n'a que 23 ans. Le premier jour où je suis arrivé, j'ai voulu rester. Bah, c'est très simple, hein. Je cherche exactement ça et j'ai trouvé. Je suis arrivé. Bah, cette qualité de vie. La plage, mon travail de nuit, l'équilibre, c'est ce qu'il me fallait. Une vie de fêtard la nuit, des moments de détente le jour. Très bonne. Ce quotidien-là, aux côtés de sa femme et de ses 2 enfants, Jack ne l'échangerait pour rien au monde. Même pas pour sa ville de cœur qu'il a vu naître, Marseille. Ça n'a rien à voir. Non, ici c'est un peu le paradis. Marseille, c'est pas la même chose. Mais je suis Marseillais, attention. Hein. Jamais renier. Toujours être fier d'être Marseillais. Allez, l'OM. Et vous avez envie de retourner là, en France? Oui, je retourne souvent, oui, bien sûr. Oui. Non, c'est fini. Ah non, c'est fini, la France c'est terminé. Non, je suis là maintenant, peut-être ailleurs, mais bon, peut-être dans une dizaine d'années, petite retraite à Saint-Tropez. Je le mérite, non? Mais avant de penser à la retraite, Jack a encore des projets ambitieux. Le roi des nuits israéliennes veut maintenant s'imposer dans le monde impitoyable de la restauration.
Alors voilà les travaux du restaurant. Avec son partenaire, Yaki, il veut faire là encore la différence. Alors ça c'est le restaurant, ça va être un restaurant italien. Mais au moins on pourra privatiser tout ça. Et pour ce restaurant, il a eu une idée qui peut paraître à première vue banale en Israël, proposer à sa carte des plats cachers. Ça c'est normal, non, ici? Pas du tout. À Tel Aviv, non, il n'y en a pas. C'est très rare. La restauration cachère. À Tel Aviv, non, c'est très rare. Il y en a très peu. Alors on a décidé de faire un restaurant cachère, mais dans le luxe, dans le haut de gamme. Ce restaurant, ils l'ont imaginé dans un hôtel de luxe du centre-ville. À l'étage, Jack et son partenaire ont même prévu un bar lounge pour se détendre après avoir mangé. Là, tu vois, on voit la hauteur de plafond. Et là, on fait une reproduction géante d'une vieille couverture de Playboy. L'ouverture de son 4e établissement est un défi de taille pour Jack. Tu vois un peu comme c'est grand? À 44 ans, il a encore l'ambition d'un jeune premier. Oh, mais c'est pas fini, hein. On n'est qu'au début. Début de quoi? Début de carrière. Pour vous, aujourd'hui, il est plutôt israélien ou français? Ouais, il est israélien. Israélien, mais avec l'accent français. Nul doute que Jack Tropez, le plus israélien des Français, réussira son nouveau pari. Elsa, l'agent immobilier et organisatrice de mariage, entame son 3e job. C'est parti. Tenue de soirée et talons hauts, elle est dans les starting blocks. Depuis 5 ans, elle est RP pour une boîte de nuit. Ce soir, ici, on y attend 5000 personnes. C'est un des plus gros nightclubs de la ville et le mieux situé. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur l'eau. Ça veut dire on est vraiment proche de la mer. C'est en plein air, il fait pas chaud, les gens peuvent parler. La musique est pas très forte. Et puis c'est surtout vraiment un environnement de vacances à 100%. Durant la journée, elle a rameuté tous les jeunes Français pour les inciter à venir ce soir. C'est une clientèle extrêmement exigeante, mais Elsa sait les chouchouter. Elle leur réserve les meilleures tables. Donc là où on est, c'est tout ce coin-là, en fait, de là où je suis jusqu'à la fin des ballons. C'est tout l'endroit un petit peu VIP de la boîte. Et c'est seulement là que les Français aiment s'asseoir. C'est seulement là aussi que les grosses tables s'asseyent. Et les clients qui ont de l'argent viennent s'asseoir ici. Donc vous verrez ce soir, les Français ne vont pas là-bas, ils aiment être là. Une très bonne table peut dépenser ici jusqu'à 2000 € la soirée. Et ça monte jusqu'à 4500 € pendant l'été. Là encore, Elsa n'a pas de salaire fixe. Bon anniversaire. Merci. Ça va? Et toi? Avancez juste avec. Là, elle va vous occuper. Elle touche 10% de commission sur les consommations. Salut, ça va? Combien de personnes vous êtes? En tout 10? 8, 9, 10, tiens. Il n'y a plus de gratuit après ça. Alors, elle espère que ses clients viendront, mais surtout qu'ils consommeront le plus possible. C'est la soirée la plus prisée de Tel Aviv. Certains jouent des coudes pour y entrer. Ce soir, rien que pour elle, il y a 17 tables réservées. Et pourtant, Elsa va avoir beaucoup de mal à placer tout le monde. Ici, les responsables de la sécurité sont très stricts. Il faut avoir au moins 21 ans pour rentrer. Elle est trop jeune. Elles ne font pas rentrer 95. C'est vraiment pas moi qui décide ça, je vous promets. Je vous jure. Mais Elsa va devoir gérer un problème beaucoup plus embêtant. Chien. Oh là là. Mami, t'as regardé ta reshima chien? Rien, il y a juste plus de table. Hana? Pour faire rentrer Hana et ses amis, Elsa imagine un petit stratagème. Hana? Viens, tu t'appelles Léa. Ok? Elle lui demande de donner un faux nom et lui attribue la table de quelqu'un d'autre. Léa? Yehuda? Minimum Magnum, Ken? Crio, t'as... Ezel Shulchan הם הולכים? אוקיי, יהודה?
Reste à la table où elle t'installe parce qu'il n'y en a pas d'autres. C'est un petit peu compliqué, ouais. En fait, les gens qui arrivent après 11h30, c'est très compliqué de rentrer. Il faut qu'ils aient beaucoup de patience. Et il n'y a que les clients habitués qui rentrent facilement, sinon les autres, ils attendent. Elsa a réussi sa première mission, faire rentrer tous ses clients. Avenir, c'est bon? C'est mes 2 meilleurs clients du Clarin. Ah, c'est excité. Elsa, c'est la patronne. Hein. Tel Aviv, c'est la patronne. Il n'y a pas mieux. Si tout le monde est content, Elsa n'est pas totalement satisfaite de sa soirée. Son plus gros client n'a dépensé que 1 800 €. Elle attend impatiemment l'été et les touristes français qui dépensent 2 fois plus. La jeune femme a commencé sa journée à 10 h du matin et la termine à 4 h. Mais pour rien au monde, elle ne rentrerait en France. Après, non, la vie en Israël, c'est une vie de rêve. Il n'y a rien à dire, sur tous les points, même sur le travail. Vous voulez venir ? Elsa ne compte pas arrêter de cumuler les boulots et dans l'avenir, elle voudrait organiser plus de mariages. Jack, lui, devrait accueillir les premiers clients de son restaurant dans 1 semaine, si tout va bien. Ilan espère toujours trouver la prochaine star du web. Quant à Gilles, il fait des progrès en hébreu jour après jour. Tous ne sont pas prêts de quitter Tel Aviv.